Axel, on va évoquer ton parcours sportif dans un premier temps. À Vauthem, est-ce que c'est là que tu es né? C'est là que tu as pris goût aussi au foot? C'est là que ton aventure a commencé? C'est là que j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai commencé là-bas à Watem et puis à partir de l'âge de 6 ans, je suis parti jouer à Visé. Et je suis resté là jusqu'à l'âge de 9 ans et à 9 ans j'ai rejoint le Standard. À Vauthem, c'était où? Vraiment tes débuts footballistiques? Quelle position? Non, non, tes débuts. T'as joué quoi? Sur une plaine de jeu? Sur un Non, terrain de Watem foot? c'était le club, RC Watem. Au club? Au club carrément, ouais. Mais t'as aussi J'étais fréquenté? T'as aussi... aussi mes amis du quartier qui étaient aussi dans la même équipe que moi et on jouait aussi dans la rue quand on était petit. Tu as fréquenté aussi la plaine des jeux, la plaine Ouais, des sports la plaine des jeux. à Vauthem? Non, elle n'était pas encore là. T'étais pas encore là. Non, elle n'est pas encore là, ça fait peu de temps qu'elle est là. Moi quand je jouais, il y avait pas encore tout ça. Ton premier coach, tu t'en souviens? Mon premier coach, j'ai oublié son prénom. Je m'en souviens, mais j'ai oublié son prénom. Euh, Jadot. C'était Monsieur Jadot. Qui se souvient de toi? Obligé de se souvenir de moi. L'inverse aussi? Ah, je me souviens de lui, ouais. Il était comment avec toi? Ouais, j'étais petit en même temps, donc quand tu joues, t'as 4 ans, 5 ans ou 6 ans, tu fais que t'amuser, tu changes toujours de position, donc tu peux pas vraiment dire, en plus j'étais tout petit, donc il était normal, il était bien, quoi. De Vauthem, tu passes à Visé, tu es resté donc 2-3 ans. Ouais, après je suis parti à Visé, et à Visé, j'ai joué avec 2 ans au-dessus de ma catégorie, et je suis resté là-bas 3 ans. Ouais. Au-dessus de ta catégorie, parce que tu es déjà au-dessus du lot à ce moment-là. Parce qu'ils estimaient les coachs que j'étais déjà à un niveau supérieur par rapport aux gens qui avaient le même âge que moi et ils ont décidé de me faire sauter de catégorie. Et à l'époque, ta position sur le terrain, c'était celle que tu occupes aujourd'hui? Non, je jouais partout, que ce soit attaquant, milieu offensif, à gauche, à droite. Quand t'es petit, tu fais que bouger de position. Vauthem, Visé, et puis tu atterris au Standard, au centre de formation du Standard. Sur base de quoi? Un test? C'est le Standard qui t'avait repéré? Je suis revenu quand j'avais 8 ans déjà. Et bon, j'avais été m'entraîner. Et j'avais décidé de pas y aller. Parce que je me suis entraîné avec des gens qui étaient beaucoup plus petits que moi. Et j'ai même dit à mon père, ouais, j'ai pas envie, ils sont tous plus petits que moi je vais rester avec mes copains, avec mes amis à Visé, j'ai pas envie d'aller là-bas. Donc mon père a dit ok, ça va, je suis pas parti. Et ils sont revenus un an après, l'année qui suivait, ils sont revenus. Et puis j'ai décidé avec mon père d'y aller. Ça veut dire qu'à cet âge-là, tu n'ambitionnais pas spécialement, ça fait que tu étais tout gamin, mais de mener une carrière professionnelle. Non, parce que tu penses simplement à prendre du plaisir et à t'amuser. Tu as 8-9 ans, c'est ça le plus important. Au Standard, ça se passe comment? Bien? Bien, bien. Dès que je suis arrivé, en fait, j'ai rencontré Nasser, Chadli, et Mehdi Kersela aussi. Et comme Nasser, il habitait à 5 minutes de chez moi quand j'habitais à Vatem. Donc après, on a commencé à faire, une fois c'était sa mère, une fois c'était la mienne, et puis le père aussi. Et on changeait tout le temps, on faisait les trajets toujours ensemble. C'est vrai que Nasser, c'est vraiment ton meilleur ami ou un de tes meilleurs amis. Vous avez vraiment une complicité qui a résisté au temps. Ouais, c'est là que ça a démarré, parce que c'est le premier dans le vestiaire quand je suis arrivé la première fois, qui a commencé à me parler, qui a commencé à vouloir faire entre guillemets une amitié avec moi. Et comme ça a été le premier à me parler, et moi j'ai trouvé ça quand j'étais plus petit bien, et on a gardé contact, et puis on s'est arrangé pour les trajets, et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami au jour d'aujourd'hui. De toute façon, il y a prescription, on peut le dire. Vous avez fait les 400 coups, oui. Ouais, on a fait 400 coups. Ouais. Par exemple. Par exemple, on dormait en tente à Vauthem, on disait à nos parents qu'on restait là, puis pendant la nuit on partait, ou on a déjà devant chez lui flashé des voitures avec un appareil photo. Donc on se mettait à ras du sol et on flashait pendant la nuit. Des bêtises comme ça. Vous en faites toujours? Non, non, plus maintenant. C'est fini. C'est fini. Vers l'âge de 15 ans, me semble-t-il, il y avait déjà pas mal de grands clubs européens qui étaient sur toi. Arsenal, le Real, je pense, Feyenoord, non? Non, PSV. Le PSV, voilà. Qui vraiment te voulait déjà à l'époque. T'as pas franchi le pas à ce moment-là? Non, parce que j'étais bien au Standard et
j'avais 15 ans. Pour moi, c'était, je pense, trop tôt d'aller à l'étranger. Et puis je voulais absolument jouer en pro avec le Standard. Et comme j'étais proche, c'était pas le moment pour moi de partir. C'est pas évident quand même à cet âge-là de résister à la tentation de tels clubs qui sont parmi les Ouais, mais après, plus grands. je suis pas quelqu'un qui s'enflamme ou qui s'emballe. J'ai toujours été posé. Donc après, même avec mon père, on a décidé que c'était pas le moment. Et puis j'avais déjà parlé aussi avec la direction du Standard et j'étais proche de l'équipe première. Donc j'ai décidé de rester. J'ai bien fait. Tu te souviens de ton premier match justement en équipe première, tu évoques ça? Ma première rentrée, c'était contre le Bruxelles. Je suis rentré 3 minutes, c'était à Scassin. Et la première fois que j'étais titulaire, c'était contre le Liers. Et j'ai joué juste derrière l'attaquant. C'était Prudhomme, le coach. C'est vrai qu'au début, tu as un petit peu joué à toutes les positions pour t'installer finalement un peu plus durablement sur le flanc gauche. Ouais, j'ai démarré comme numéro 10. Puis j'ai joué à gauche, à droite. Et avec Prudhomme, c'est vrai que j'ai un peu voyagé sur le terrain. Tu parles de Michel Prudhomme, c'est celui qui t'a effectivement lancé le premier en équipe première. Ouais, c'est celui qui m'a fait déjà monter en pro. Et puis c'est celui aussi qui a commencé à me faire jouer. Donc je lui dois beaucoup. Tu en conserves quel souvenir? C'est vrai qu'il t'a mené au titre de champion avec le Standard, notamment. Bon souvenir, très bon souvenir. C'était quelqu'un qui était proche de ses joueurs. C'était comme le papa de l'équipe en fait. Il était vraiment proche, il avait beaucoup de communication. Et c'était important. Et puis on a fait des choses magnifiques avec lui. Vos chemins ont pris des orientations différentes. Tu restes en contact avec lui? Vous avez toujours des contacts ou Non, je l'ai plus. Ça fait un petit temps là. Je l'ai plus au téléphone. Il n'a jamais insisté pour que tu le rejoignes dans son équipe? Non, non. Même je pense quand elle a été à Twente, ça savait très bien que c'est difficile. Et puis moi, c'était pas mon ambition d'aller aux Pays-Bas. Tu as connu Michel Prudhomme, dans la foulée Laszlo Bologna, pour finir, je crois, avec Dominique Delofrio. Ouais. C'est trois personnalités complètement différentes? Ouais, complètement différente. À Bologna, c'était plus, je dirais, à l'ancienne, un peu plus strict, un peu, je dirais, dictature, entre guillemets. À Donofrio, c'était quelqu'un de la maison, donc à la base, la plupart des joueurs qui étaient là, on le connaissait déjà depuis longtemps. Et même avec lui, à la fin, on aurait pu arracher encore un titre. Alors, malheureusement, là, on l'a pas fait. Le plus superstitieux des trois, Prudhomme, sans problème. Sans problème, ouais. Sans problème. Tu avais quoi comme tic? Toujours son pull, il portait toujours le même pull à chaque match. Et puis c'était quelqu'un, si par exemple on avait perdu, on allait en mise en verre pour jouer à l'extérieur. Si on avait perdu dans cet hôtel-là et on devait retourner X temps après, ben on allait changer d'hôtel. Il était vraiment superstitieux, vraiment beaucoup. C'est pas agaçant? Agaçant. Moi aussi j'ai des petits trucs. Je pense qu'on a tous, en tant que footballeur, des petits rituels. Mais toi, justement, voilà, tu me tends la perche, c'est quoi tes rituels à toi? Je fais toujours ma prière avant d'aller m'échauffer. Et juste avant de rentrer sur le terrain, avant de commencer le match, je commence toujours à m'habiller par le pied gauche, par le droit. Et voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Comme beaucoup de footballeurs d'ailleurs. Comme beaucoup, ouais, comme beaucoup. Le soulier d'or, tu l'as décroché donc pour l'année 2008, devant Milan Jovanovic. Ouais. Donc tu étais au casino pour recevoir la récompense. T'en conserves quoi comme souvenir de cette soirée-là? Très bon souvenir. 2008, j'ai 24, j'avais 19 ans. Très bon souvenir. Puis j'ai gagné de peu, j'ai gagné seulement de 4 points. C'était vraiment serré parce que cette année-là, il y avait vraiment pas mal de bons joueurs dans le championnat, donc c'était vraiment pas facile. Surtout que j'avais pris peu de points, donc beaucoup de points au premier tour, c'est ça. Et au deuxième tour, j'avais presque rien pris, donc dans ma tête, j'étais pas sûr que j'allais le gagner, mais je le voulais absolument, ce trophée. Que tu as toujours, il est où? J'ai toujours, ouais. Maintenant il est chez mon père. Ouais. Tu l'as pas repris chez toi? Il était chez moi, mais il y a pas longtemps, je l'ai mis chez mon père. Comme je suis presque pas souvent ici, c'est mieux que ce soit là-bas. Et
Tu le contemples toujours, tu le vois toujours avec le même regard? Ouais, moi, à chaque fois que je le vois, j'ai deux, trois images qui me passent dans la tête de la cérémonie, hein. Tu joues au Standard, ton aventure évidemment prend fin, tu prends ton envol. Cite un peu, par exemple, le nom d'un club dont personne ne sait qu'il était venu au renseignement pour toi. J'avais Naples, Fiorentina, l'AC Milan et Benfica. Dans ces 4 clubs-là, tu pouvais signer en quittant Ouais, le Standard. je peux partir là-bas. Et tu fais le choix du Benfica à Lisbonne. Ouais. Pourquoi? Parce que à la fin avec le Milan, il y a eu deux, trois trucs, ça s'est pas fait. Et puis Benfica, j'ai décidé d'aller là-bas parce qu'il me voulait absolument. Et puis c'était un club pour moi, pour ma progression, c'était le club parfait. Là aussi, les souvenirs, c'est quoi? C'est une autre culture, un autre climat, une autre mentalité? Ouais, tout à fait. C'est un football latin, c'est chaud. Le Portugal, les gens sont chauds, sont vraiment accueillants. Et ouais, j'ai joué qu'un an là-bas, mais j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Tu as appris quoi? Quel est l'élément que tu retiens de tes 10 mois passés à Lisbonne? Euh, le niveau technique, on était très élevé au Portugal. À la base, je suis déjà un joueur qui techniquement est bon, mais je pense que quand je suis arrivé là-bas, la qualité technique qu'il y avait dans l'équipe, elle était vraiment élevée et j'ai réussi aussi à élever mon niveau par rapport à ça. Et puis aussi Lisbonne, c'est une ville magnifique. Je pense que je pourrais même y vivre après ma carrière là-bas. T'as pas gardé un pied-à-terre là-bas? J'ai une maison là. Ouais. Maison. Tu retournes en vacances ou... De temps en temps, enfin, j'étais en décembre passé, puis j'ai la famille qui va aussi là-bas, qui vont aller en juillet. Donc j'ai acheté une maison là-bas il y a mars dernier. Et voilà, c'est vraiment une ville que j'ai vraiment aimé. Voilà. Le temps, il fait tout le temps bon, à part en hiver, il pleut un peu. C'est une ville magnifique. Et là au Standard, tu avais connu Prud'homme, roi de la superstition. Là, tu tombes sur Jorge Jesus, qui est un véritable personnage aussi, un clown. Comment est-ce qu'on peut le décrire? C'est pas un clown, mais on sait bien que les Portugais sont tous chauds, ils sont tous un peu fous, un petit peu. Voilà, on l'a déjà vu au Standard avec Sergio. C'est vrai que quand il est sur le bord du terrain, il a des mimiques, il crie tout le temps. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est à 100% dans son travail. Et même à l'entraînement, il se donne beaucoup de mal à toujours d'inventer plein de trucs à l'entraînement, de ne pas faire toujours la même chose. Mais c'est vrai que si les gens le regardent seulement quand il est au bord du terrain, ils vont se dire il est fou, il n'est pas normal. Mais comme personne, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc mon idée, c'était de rester là-bas 2 à 3 ans. Et c'est vrai qu'avec le Zénith, ça s'est fait super vite. J'étais proche d'un autre club avant, bon, malheureusement ça s'est pas fait. Et puis le Zénith est arrivé, et puis j'ai décidé de partir là-bas. Là aussi, à prescription, c'est quel club? Madrid. Le Real de Madrid. Et tu prends le Zénith plutôt que le Real? Parce qu'il y a certaines circonstances qu'à la fin, ça s'est pas fait. Et puis le Zénith, ils ont commencé à parler déjà avant que le Real vienne. Je pense qu'ils ont commencé à parler fin juin, début juillet. Et c'est seulement en septembre que je suis parti là-bas. Pour 40 millions, j'imagine que c'est une pression incroyable à supporter pour un jeune joueur. Ouais, ça te donne une certaine pression. Maintenant, je pense que c'est bien, ça fait déjà un petit temps que tu me connais. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse, où je me mets pas la pression parce qu'ils m'ont acheté 40 millions. Quand je suis sur le terrain, je dois jouer mes matchs comme je dois le jouer et prendre du plaisir. Et après, je me dis pas, je coûte 40 millions, il faut que je marque 3 goals à chaque match. Ou je joue comme je dois jouer et c'est ça le plus important. En attendant, il ne s'est pas passé une semaine en Belgique sans qu'on raconte et qu'on répète des histoires de différends, de désaccords avec Denisov sur base de ton salaire. C'est vrai que ça a alimenté la presse pendant 10 mois. Ouais, ça a alimenté la presse en Belgique, en Russie, au Portugal, un peu partout dans le monde, parce qu'il y avait eu le conseiller qui était dans l'histoire. Maintenant, sincèrement, à l'intérieur du groupe, ouais, on sentait un petit froid, mais c'était pas non plus comme c'était dit dans les journaux, c'était un peu grossi.
Voilà, la vérité, toi, au quotidien, était différent de ce qu'on... Non, après, moi, j'ai jamais eu de problème avec Denisov ou avec qui que ce soit dans le vestiaire. Le Zénith, pour beaucoup, c'était un choix purement financier. C'est comme ça que tu le prends aussi? Non, je peux comprendre que la plupart des gens ont pensé ça. Maintenant, le Zénith, bon, à part cette année, c'est un club qui est, sur les 3-4 dernières années, était presque toujours champion. Et puis jouer la Ligue des Champions, on avait l'intention de faire de bonnes choses en Ligue des Champions. Malheureusement, quand je suis arrivé là-bas, il y a eu un peu de problèmes et tout. Et puis quand c'est un peu comme ça, après sur le terrain, ça se ressent. Et on n'a pas su jouer à notre niveau en Ligue des Champions. Et bon, voilà, malheureusement, en championnat, on n'a pas su non plus être champion. Bon, j'espère que pour l'année prochaine, on va faire quelques renforts et qu'on va aller rechercher nos titres et faire quelque chose de bien en Ligue des Champions. Moi, dans mon idée, c'est de rester là-bas. Après, tu sais jamais. Paris Saint-Germain, c'est pas une belle destination? C'est un bon club, c'est près d'ici, ouais, mais bon. J'ai pas eu c'était dans les journaux, mais j'ai rien eu pas eu de contact avec eux. Rien du tout. Sincèrement. Ton rêve absolu, ce serait quoi? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Qu'après le Zénith, je joue vraiment dans un club du top. Que ce soit Angleterre ou Espagne, un club du top. Le club du top, c'est le Real, c'est Barcelone, c'est Manchester, c'est Voilà, Chelsea. voilà, dans ce club-là. C'est mon objectif à moi après le Zénith. Dans tous les clubs dans lesquels tu es passé, tu as toujours porté le numéro 28. Ouais. Pourquoi? Parce que au Standard, j'avais le choix entre le 26, le 27 et le 28. Donc quand j'ai commencé à 16 ans et demi avec l'équipe première, et j'ai choisi le 28 parce que mon père il est né le 28 mai. J'ai choisi ça et puis ça m'a porté bonheur. Après j'ai démarré, j'étais titulaire, j'ai joué tous mes matchs. Et comme ça m'a porté chance, ça m'a porté bonheur, j'ai décidé de le garder. Et quand tu signes un contrat, on va pas dire que c'est une exigence, mais tu t'attaches à ce numéro-là. Ouais, quand je suis parti pour Benfica, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le numéro 28 était libre. Et pareil, quand j'étais au Zénith, c'était super important pour moi. Je ne me vois pas dans mon club jouer avec un autre numéro que le 28. Tu as encore évidemment au moins 10 ans de carrière s'il n'arrive rien de dramatique. Voilà, moi aussi. Tu te vois comment après ta carrière? Tu ferais quoi? Tu as déjà pensé ou pas du tout? C'est trop lointain? Non, vraiment, non. J'ai pas encore pensé. En même temps, c'est dans 10 ans, donc j'ai encore le temps de penser. En tout cas, entraîneur, c'est vraiment pas une idée qui me passe par la tête. Encore trop de mise au vert, trop de stress. Donc j'ai encore le temps d'y penser. Si je te pose la question, parce que je sais bien que tu as ouvert ta propre école de foot qui porte ton nom. Je porte mon nom à Serein. Ouais. Enfin, on loue là-bas l'emplacement. Et pour l'année prochaine, on va essayer de faire, à la place de faire un stage sur l'année, d'essayer d'en faire 3. Parce que je trouve que c'est important. Après, les jeunes, ils aiment bien parce que la plupart sont fans de moi. Et puis, mon père, il est avec 3 autres entraîneurs qui sont diplômés aussi, qui ont entraîné aussi au Standard. Et ils peuvent apprendre pas mal de choses, donc c'est bien aussi pour eux. Et ce sont des stages axés sur tes qualités à toi, l'aspect technique. L'aspect technique, ouais. C'est une de mes grandes qualités. Donc c'est surtout basé là-dessus. Ils ne viennent pas au stage pour commencer à courir ou physiquement. Donc ça sert à rien, c'est plus pour apprendre au niveau technique. C'est important, à tes yeux, d'avoir une école qui porte ton nom et qui véhicule tes valeurs et tes qualités? Ouais, c'est important. Après, par la suite, je pense qu'on va essayer d'avoir notre propre emplacement. Donc, mais on est en train d'y penser. À Grivnier, par exemple? Par exemple, ouais. On m'a dit que tu avais racheté, non? Non, j'ai pas racheté, non, pas du tout. Mon père, il est directeur là-bas. Il est directeur là-bas à Grivnier. On va aborder maintenant le chapitre, si tu veux bien, Diable Rouge. Évidemment, la Belgique ne parle plus que de cette Diable Rouge. Évidemment, de l'échéance 2014 au Brésil, ça représente quoi, toi, à tes yeux, aller passer une phase finale de Coupe du Monde au Brésil? C'est un rêve de tout gamin. Je pense qu'on était petits, on a tous rêvé un jour déjà d'être professionnel et puis de jouer une Coupe du Monde. C'est vraiment la compétition d'un footballeur. On a tous envie de jouer une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe.
voilà, il nous reste 4 finales pour y aller. On va tout faire pour aller au Brésil. En plus, ça va se passer au Brésil, le pays du football, donc ce sera magnifique. Tu n'as jamais mis les pieds de ta vie. Au Brésil? Non, pas encore. Une première, un long voyage. Long voyage, ouais. Peut-être je vais aller en décembre prochain, peut-être. En repérage? Non, pas du tout. Chez Bruno César, qui a joué avec moi à Benfica. On a souvent parlé de génération dorée, hein, avec toi, avec tous ceux qui sont là maintenant en équipe nationale. Avant d'avoir des résultats, on a longtemps été déçus. Et ici, tout d'un coup, tout le monde s'enflamme. Le déclic, ça a été quoi? Moi, je pense que nous, on a toujours continué à rien lâcher, à bien bosser à l'entraînement. Et c'est vrai qu'avant, il nous manquait aussi un peu de chance. C'est vrai que les erreurs qu'on faisait avant, au jour d'aujourd'hui, on les fait plus ou moins. Parce que quand on regarde le match qu'on a joué en Macédoine, après 15 minutes, ils peuvent mettre 1-0 et après 10 minutes, ça peut être 2-0 pour eux. Donc on doit encore améliorer certaines choses et être plus concentré dès le départ. Mais ce qu'on est en train de faire là pour le moment, c'est quelque chose de bien. Et on est tous conscients qu'on a encore rien fait. Donc on reste calme parce qu'on a tout le pays qui sont derrière nous, tous les gens, le public. Et si tu n'as pas tendance à plutôt rester calme, tu peux t'emballer parce qu'il y a vraiment un engouement derrière nous. Et nous, c'est bien, on reste calme, on continue à bosser bien à l'entraînement avec Marc. Et puis on prend match par match. C'est comme ça qu'on arrive à aller au Brésil. Tu dis Marc plutôt que Monsieur Wilmot. Non, pour tous les joueurs, c'est Marc? Parce qu'il a été. Non, c'est pas Marc pour tous les joueurs. Maintenant, c'était notre T2. On a certains joueurs, une certaine affinité avec lui. Et je pense même Eden, quand il parle, il dit Marc, il dit pas Monsieur Wilmot. Parce qu'il y a une vraie complicité. Je pense qu'il est proche de nous, de ses joueurs. Et je pense que ça se voit, même quand il est au bord du terrain ou quand on marque un but. Il est vraiment 100% avec nous. Et c'est important d'avoir quelqu'un, un coach qui est proche de ses joueurs. Il est jeune, il est davantage de votre génération que l'était, par exemple, sans le critiquer, un Georges Lekens. C'est peut-être ça aussi le déclic. Oui, c'est peut-être ça. Puis lui, il a joué aussi Coupe du Monde. Donc il sait comment il faut faire pour pouvoir y arriver. Et il sait ce qu'il faut nous dire. Et puis je pense que l'équipe qu'il a en main, on a une équipe fantastique et on n'a pas le droit de entre guillemets, faire les cons. Il faut absolument qu'on gagne au Brésil, absolument. On lui a souvent reproché à Marc Wilmot de manquer d'un petit d'expérience. C'est vrai qu'il avait coaché quelques matchs effectivement à Schalke et à Saint-Tron. Ah bon, si on ne lui fait pas confiance, il ne sait pas acquérir de l'expérience, on est d'accord. C'est un coach destiné à un bel avenir pour toi? Ouais, je pense que là, il est en train de faire du bon boulot, même si au début... Après, tu auras toujours des gens pour toi, contre toi. Le monde, il est comme ça. Donc. Après, je pense qu'il a montré à tout le monde, aux gens qui l'ont dit « Ah, c'est pas le coach qu'il faut pour les Diables Rouges ». Je pense qu'il a montré à tout le monde qu'il est en train de faire du bon travail et qu'il va encore faire du bon travail, que c'est pas terminé. Et voilà, nous, on est tous derrière lui à 100%. C'est le vrai capitaine, effectivement, du bateau Diable Rouge. Le vrai capitaine sur le terrain, c'est qui? Il y a Compagnie qui est important. Et puis bon, je pense dans une interview, il a dit qu'il avait 2 têtes sur le terrain, c'était Compagnie et moi. Après moi j'essaye comme j'ai dit, de faire mon job au max, d'être un leader sur le terrain. Ça serait déjà depuis l'âge de 18 ans que je suis en équipe nationale, donc je commence petit à petit à être un ancien de l'équipe. Et c'est aussi à moi et à d'autres comme Vermaelen ou Vertonghen, Compagnie à prendre l'équipe en main et à pousser l'équipe vers l'avant. On connaît un petit peu ton caractère, ton tempérament, plutôt discret, plutôt en retrait parfois. Justement, tu dois te faire violence pour jouer ce rôle de leader. Non, parce qu'après, une fois que je suis dans mon élément, que je suis sur le terrain, j'ai une autre personnalité qu'en dehors du foot. Tu oses dire les choses quand il faut. J'ose dire les choses quand il faut et puis, ne fût-ce que par mon jeu, parfois tu n'es pas obligé de toujours de crier, de parler. De par ton jeu, tu peux aussi communiquer. Les places en équipe nationale deviennent incroyablement chères. Quand on voit Marouane Fellaini, qui n'est pas systématiquement titulaire, Steven Defour non plus et d'autres, c'est pas facile de jouer dans cette équipe. C'est pas facile, mais justement, c'est bien. Comme ça,
tu te dis, voilà, j'ai pas le droit de m'endormir, j'ai pas le droit de faire un faux pas. Et justement, c'est grâce à cette concurrence que justement, on est au jour d'aujourd'hui sur la route pour aller au Brésil. On t'a connu médian offensif. Ici, tu joues dans un rôle de pare-choc, de distributeur, plus une position numéro 6. Tu affectionnes ce rôle-là? Ah, c'est une position qu'en équipe nationale, j'aime vraiment bien parce que le numéro 6 en équipe nationale, je pense, est différent dans le club. C'est un joueur qui doit toucher le ballon, qui doit démarrer souvent les actions. Et je pense que pour le moment, je remplis ce rôle-là à merveille. Et Marc, il a trouvé cette position-là pour moi, parce qu'avant, je jouais vraiment pas à cette position. Je jouais toujours un cran plus haut, aussi pas derrière l'attaquant. Et là, je suis en train de montrer qu'il a fait le bon choix en me mettant à cette position. Tu as 2 sœurs cadettes, Whitney, Shirley, qui sont Chirel. Ils sont aussi sportives que toi ou pas du tout? Si. La toute petite Chirel fait de la natation et de la danse. Et la plus grande aussi, elle danse. Elle t'envie? Non. La toute petite, elle a 7 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, elle ne réalise pas encore vraiment ce que son grand frère il fait. Et la plus grande, non, elle est justement contente pour moi. Elles sont venues te voir, notamment à Saint-Pétersbourg. Ouais, elles sont venues. On n'hésite pas à faire des déplacements. Ouais, elles sont venues une fois, ouais. Maintenant, avec l'école aussi, la danse, la plus petite, la natation, c'est pas facile de trouver un moment où elle peut venir. Justement, quand on est à Saint-Pétersbourg, on vient combien de fois en Belgique sur l'année? Hors Diable Rouge. Hors Diable Rouge. Moi, j'ai presque un mois, un peu plus d'un mois en décembre. Donc je reviens à ce moment-là. Et puis, entre les stages qu'on a, parce qu'après la période hivernale, on part par exemple à Dubaï, faire des stages. Et entre les stages, on nous laisse souvent 3-4 jours. Donc je pourrais dire, je sais pas, peut-être 3-4 fois. Tout gamin, tes occupations, c'était quoi? J'avais toujours le ballon en main. Toujours. J'allais après l'école, j'allais dans la cité. C'était toujours jouer au foot. De cette époque, justement, tu as gardé des vrais amis. Ouais, j'ai gardé des vrais amis qui aujourd'hui sont toujours avec moi. Qu'on est au cinéma, qu'on est boire un verre. Ouais, j'ai toujours des amis d'enfance que ça fait bien 14-15 ans maintenant qu'on se connaît. Si je pose la question, et j'utilise l'expression vrai ami, parce qu'on sait bien évidemment qu'un footballeur, quand il est connu et reconnu, a beaucoup d'amis, et à un moment, ça lui impose de faire un tri. Un tri, ouais. Après, c'est à toi à faire la part des choses. Tu sais, certaines personnes sont là pour toi, et tu sais que ces personnes-là, tu dois les garder. Et puis, tes amis, tu dois les compter sur une main, pas plus. Tu étais, toi, à un moment précis, obligé de faire effectivement un tri? Ouais, à un moment donné, t'es obligé, parce que sinon tu vas te retrouver avec toujours 20 personnes autour de toi à chaque fois, quoi que tu fasses. Donc à un moment donné, t'es obligé de faire un tri. Ceux que tu as conservés, des amis vraiment d'enfance, quoi qu'il a aussi, viennent te voir à Saint-Pétersbourg, qui te suivent, Ouais, il y en a 2 qui sont déjà venus. Ouais. Ils sont déjà venus cette année. Quel est le cadeau le plus fou que tu aies fait un jour à un de tes véritables amis? Cadeau le plus fou. Bonne question. Je suis pas fou en fait. Vraiment bonne question. Cadeau le plus fou. Je vais réfléchir peut-être à la fin, je te redis ça. Tu n'offres rien, quoi, voilà. Ah. C'est pas que j'offre rien, mais le cadeau le plus fou, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Là. Ton statut de professionnel, ça nécessite effectivement une éducation sportive que tes parents t'ont légué, t'ont donné. Ouais, je pense je suis vraiment, si je peux dire ça, content d'avoir l'éducation que j'ai eue durant ma jeunesse. Je pense que tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, ça a été une de mes forces. Ça m'a permis de garder les pieds sur terre et en tant que, entre guillemets, quelqu'un de connu, c'est super important. Tes parents, Sylvie et Thierry, t'ont éduqué sportivement. C'est eux qui sont à l'origine de ton éducation sportive. Ils ont fait beaucoup. Ils ont fait partie durant toute ma jeunesse.
quand j'étais chez les jeunes et même au début que j'étais en pro, a toujours été derrière moi. Maintenant, il arrive un âge où tu sais quand tu joues bien, quand tu joues mal et tu sais faire ton autocritique tout seul. Mais ils ont fait du sport à un bon niveau ou... Ma mère, non. Et mon père, ouais, il a quand même joué en première division en mini-foot pendant 12 ans à l'ONU. Avant, ça s'appelait l'ONU. C'était à Augrès. Et bon, il a joué au foot, mais pas à haut niveau, plutôt en provincial. Et maximum promotion, je pense. Il a fait effectivement beaucoup de clubs. Ouais. Et c'était aussi un joueur comme toi, plutôt technique. Plutôt technique, mais bon, c'est plutôt un défenseur. J'ai plutôt un défenseur central. Plutôt que moi, à la base, j'étais plutôt un joueur offensif. Puis chez les jeunes, on m'a reculé aussi défenseur central. Puis je suis monté mi-offensif, puis on m'a reculé mi-défensif. Et à partir du moment où j'ai commencé à jouer mi-offensif-défensif, j'ai plus quitté ces positions-là. Lui ayant fait effectivement du foot à un bon niveau, il a suivi évidemment toutes les étapes de ta carrière. Il était comment, exigeant avec toi ou il te laissait beaucoup faire? Non, pas du tout. Il était vraiment exigeant avec moi. Et je pense que ça m'a vraiment aidé durant ma progression avant que je sois professionnel et aussi quand j'ai démarré ma carrière. Tu retiens justement des choses peut-être qui l'ont mis en colère et toi que tu avais mal supporté à l'époque? J'avais été c'était un jour de test en équipe nationale. On avait rendez-vous, je me souviens plus si c'était à Namur ou je sais plus où c'était. On était une trentaine de joueurs. Et, bon, les coachs mixaient les équipes. Il y avait des joueurs de partout, d'Anderlecht, de Standard, de toutes les équipes. Et on a fait un 11 contre 11. Et ils allaient reprendre entre guillemets les meilleurs. Et ce jour-là, j'ai vraiment pas été bon. J'ai vraiment pas bien joué. Et après, justement après le match, on avait un long chemin pour rentrer jusqu'à Liège. Et je peux te dire que j'ai souffert dans la voiture. Mon père, il m'a tué. Enfin, même dans la voiture, j'ai pleuré et tout. J'étais petit, j'avais, je crois, 15 ans, un truc comme ça. Mais c'est un souvenir que je vais toujours me rappeler. J'ai pleuré et tout, puis je suis arrivé à la maison, je continuais à pleurer. Après, il y a ma mère qui est arrivée, ouais, qu'est-ce qu'il a? Puis mon père ne voulait pas que ma mère vienne pour essayer de me calmer ou quoi. Non, laisse-le pleurer, laisse-le dans son coin. Il a mal joué, il a été pourri aujourd'hui, blablabla. C'était un moment où, voilà, c'était quand même entre guillemets un moment important parce qu'ils allaient reprendre les meilleurs. Maintenant, j'imagine qu'il n'est plus habilité à te donner aucun conseil. Non, pas aucun conseil. Maintenant, je sais quand moi, j'ai pas bien joué et quand je joue bien. Donc après, c'est plutôt un dialogue entre deux adultes. Après, il me crie plus dessus comme quand j'avais 12 ans ou 14 ans. Ton parcours scolaire, en quelques mots, ça a été quoi? Moi, j'étais à l'école Savotem en primaire. En maternelle, j'étais à Herstal. Et puis après les primaires, je suis parti à Saint-Lambert. Au début, je voulais devenir architecte. Puis bon, après, j'ai commencé à faire le foot études, donc j'ai dû choisir entre l'IPES de Seraing, Saint-Laurent, Marie-Josée et Sainte-Véronique. Puis je suis parti à Sainte-Véronique. Je suis resté là 1 an. Et puis je suis parti à Marie-Josée, où j'ai commencé la comptabilité, et puis je suis resté là-bas. Jusqu'à mes 18 ans, et j'ai terminé l'école. T'es un bon élève ou le foot occupait déjà un peu trop l'essentiel de... Non, c'est vrai que je misais un peu plus le foot que sur les études. Maintenant, mes parents ils m'ont pas lâché toute ma jeunesse. Ils disaient que c'était super important de terminer mes études et d'avoir un diplôme, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer au foot. Et puis j'étais pas encore non plus professionnel. Donc ils ont eu raison d'ailleurs. Et voilà, j'ai terminé mes études à Marie-Josée comme maître comptable et j'ai eu mon diplôme. Et tu avais fait ton stage? J'ai fait mon stage au Standard, ouais. Parce que comme j'avais 17-18 ans, ouais, j'ai fait mon stage au Standard parce que ça m'arrangeait, parce que j'avais entraînement, justement, s'entraîner à Sclessin à ce moment-là. Donc j'allais au stage, donc après l'entraînement, je partais dans les bureaux, puis j'allais me réentraîner l'après-midi. C'était toute une organisation. Et donc, à la comptabilité au Standard, tu as eu droit de regard sur tous les salaires de tous tes équipiers, Non. c'est magnifique. Ah, j'ai pas eu droit à avoir tous les salaires de mes coéquipiers, puis ça m'intéressait vraiment pas.
Et j'étais avec monsieur Gilis, qui m'a aidé pour mon stage, qui m'a appris pas mal de trucs. Tes professeurs ont souffert avec toi ou tu étais plutôt calme? Non, j'étais plutôt quelqu'un de calme. Je crois que tu peux aller trouver la plupart de mes professeurs, ils vont te dire que j'étais un bon élève. Tes passions dans la vie, c'est quoi actuellement? Passion. En dehors du foot. En dehors du foot. Ah, j'aime bien aller de temps en temps au resto, aller au cinéma. Voilà. La mode? La mode. Ouais, j'aime bien m'habiller, mais je suis pas. Donc on a serré là ouvert son magasin. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui est trop là-dedans, trop dans la mode. Là, on ne le voit pas, comme tes fringues là, mais tes tatouages, c'est chez toi quelque chose d'important? L'important, j'aime bien. Voilà. Si tu peux dire, j'aime les tatous. J'ai commencé mon premier à 20 ans, je pense. Et aujourd'hui, j'en ai 2, 3, 4. Je pense d'en avoir 6 ou 7. Si je te dis, attends, une croix sur le majeur de la main gauche, Ouais, oui, tu me confirmes? Oui. Si je te dis un immense chapelet autour du cou, ouais, c'est juste. tu me confirmes? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas jouer avec une chaîne? Non, parce que le chapelet que je porte toujours sur moi, c'est super important. Et voilà, j'ai voulu le graver sur ma peau. 2 ailes d'ange, confirmé. Tu as aussi sur le bras droit un dessin de la chapelle Sixtine. Ouais, juste. C'est tous des tatouages à caractère religieux. Religieux. Sauf j'ai aussi la Martinique, avec la première lettre du prénom de ma mère, de mon père et de mes sœurs. Mais les tatouages à caractère religieux, pourquoi? Parce que tu es très croyant? Ouais, parce que je suis croyant à la base, et puis comme j'avais fait le chapelet et puis les ailes d'ange, je trouvais que la peinture de la chapelle Sixtine c'était bien. J'aimais bien le dessin en plus, donc voilà, j'ai décidé de le faire. Donc tu as l'aspect religieux, tu as effectivement la famille, tu dis via les initiales, effectivement, la famille importante, et alors la carte de la Martinique. Ah, parce que mon père vient de là-bas, comme on sait, il est né en Martinique. Donc j'ai mes origines de là. Et voilà, c'était important pour moi de le graver sur moi, pour que j'avais envie. Voilà. Et tu es allé une fois en Martinique ou pas du tout? J'ai été il y a 2 ans. C'était quoi, un besoin ou voir ce que c'était? J'allais toujours en Guadeloupe, c'est juste à côté. Je me suis dit une fois, il faut que j'aille une fois là-bas. Donc j'y ai été. Ça m'a vraiment fait du bien et plaisir une fois que j'ai touché terre. Et voilà, il fallait absolument que je voie l'île où mon père est né, même si on connaît plus bien la famille et qu'on a plus de contact avec s'il reste des gens de notre famille là-bas. Et tu as vraiment ressenti des émotions en arrivant là-bas? Ouais, j'étais vraiment ému quand j'ai mis les pieds, quand je suis descendu de l'avion. Et vous avez toujours dans la famille des membres de la famille là-bas ou... Je pense qu'on en a toujours, mais comme je t'ai dit, on a plus de contact, parce que sa mère est ici en Belgique avec ses frères aussi, donc. Et son père il le connaît plus, donc on n'a plus vraiment de contact. En tant que, origine en tout cas martiniquaise, la France, c'est une passion aussi? Ouais, parce que ça fait partie de la France, donc c'est clair que bientôt on va jouer contre eux. On a déjà joué déjà. Donc c'est vrai que c'est toujours spécial, en tout cas pour moi, de jouer contre la France. T'as pas eu l'occasion de choisir une nationalité à un moment? Non, c'était pas du tout d'actualité. J'aurais pu quand j'étais plus petit, mais après je suis né en Belgique, j'ai tous mes amis ici, la famille, donc je me voyais pas demander ma nationalité française. Et globalement, je fais du coq à l'âne. Tes rapports avec la presse, ils sont comment? Aujourd'hui, mieux. Enfin, j'ai appris à être aussi un peu plus professionnel à ce niveau-là, de ne pas toujours dire oui à chaque interview ou à chaque journaliste qui t'appelle pour te demander
reportage ou une interview même au téléphone de 3 minutes. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre à ne pas être trop gentil? Exactement. Je pense quand j'étais plus petit, je disais toujours oui et amen à tout. Après, je pense que tu dois aussi passer par là pour justement grandir par rapport à ce niveau-là aussi. Et voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à ça, je suis bien. Si tu dis ça, si tu as cette analyse-là, c'est que tu as eu des tours. Ouais, parce que voilà, aussi, sait très bien tout ce qui s'est passé par rapport à moi, avec cette histoire. Je pense que ça aussi, ça m'a fait. Je me suis rendu compte que voilà, un journaliste, ça reste un journaliste, qu'il n'est pas là pour toi, il est là pour vendre du papier. Donc voilà, après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que par rapport à cette histoire, après, j'ai grandi et au jour d'aujourd'hui, je gère ça mieux. Ouais, c'est ça, tu fais référence pour que ce soit clair pour tout le monde à l'affaire Vasilevski. Ouais, voilà. Clairement, qui t'a appris pas mal de choses et qui t'a permis aussi, j'imagine, d'évoluer. D'évoluer, de grandir à pas mal de niveaux. Ça t'a fait du bien, l'expression est sans doute déplacée, mais voilà, ça t'a appris en tout cas beaucoup de choses sur Beaucoup toi de choses, et sur le monde qui t'entoure. Exactement. Ça m'a rendu plus fort.